Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la poursuite des bombardements dans la bande de Gaza et la requête pour génocide contre Israël. L'Afrique du Sud saisit la Cour internationale de justice. Sa requête est soutenue par la Namibie. La commission électorale de la République démocratique du Congo n'a toujours pas annoncé les résultats des élections législatives. Par contre, les résultats de la présidentielle ont, eux, été annoncés malgré les irrégularités dénoncées par l'opposition. Nous recevrons dans ce journal Eric Nyundou, directeur de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo. La Coupe d'Afrique des Nations de football. Coup d'envoi ce samedi en Côte d'Ivoire. 24 sélections sont engagées dans la compétition. Parmi elles se trouve le Ghana en quête d'un 5e titre. Les avocats de l'Afrique du Sud ont plaidé ce jeudi 11 janvier face au juge de la Cour internationale de justice à La Haye. L'Afrique du Sud accuse Israël de violer la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. L'Afrique du Sud estime qu'Israël est en train de commettre un génocide dans la bande de Gaza, bombardée par l'armée israélienne depuis le mois d'octobre. Le dernier bilan fait état d'au moins 23 000 morts. Pretoria est vent debout, notamment à travers sa requête soutenue par certains États, dont la Namibie. Philomentine. L'Afrique du Sud estime qu'Israël commet un génocide contre le peuple palestinien dans sa guerre contre Gaza, qui a coûté la vie à plus de 23 000 Palestiniens depuis octobre 2023. Ainsi, le pays africain a déposé une plainte auprès de la Cour internationale de la justice de La Haye, CIJ, le 29 décembre 2023 en accusant Israël d'actes génocidaires comprenant le meurtre de Palestiniens, l'atteinte grave à l'intégrité physique et à la santé de la population, ainsi que l'utilisation d'armes à feu. Dans un geste diplomatique significatif, la Namibie a officiellement annoncé mercredi 11 janvier 2023 son soutien à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ. La punition collective des civils palestiniens par l'usage illégal de la force par Israël est un crime de guerre. Le refus délibéré de fournir des médicaments, du carburant, de la nourriture et de l'eau aux habitants de Gaza s'apparente à un génocide. 5 pays, l'Organisation de la coopération islamique, la Jordanie, la Turquie, la Malaisie et la Bolivie ont ouvertement exprimé leur soutien à la plainte sud-africaine, tandis qu'Israël et les États-Unis s'y sont opposés. Quant à la Namibie, elle dit soutenir tous les efforts internationaux visant à promouvoir la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien. No peace-loving human being can ignore. Aucun être humain épris de paix ne peut ignorer le carnage perpétré contre les Palestiniens à Gaza. La guerre à Gaza nous montre qu'il existe deux types d'êtres humains, ceux qui peuvent être tués comme un chien et ceux qui sont sains. Those who can be killed like dogs and those who are holy. Une audience publique s'est tenue le 11 et 12 janvier 2024 à La Haye pour examiner les mesures conservatoires demandées par l'Afrique du Sud. La plainte sud-africaine intervient dans un contexte de relations tendues avec Israël. Faut-il le rappeler? L'ambassadeur israélien à Pretoria a été rappelé le 20 novembre 2023 avant l'adoption par l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud d'une motion recommandant la fermeture de l'ambassade d'Israël jusqu'à l'avènement d'un cessez-le-feu. Les 2/3 des 26 provinces de la République démocratique du Congo sont inondées, conséquence des pluies diluviennes. À Kinshasa, la capitale, plusieurs quartiers sont sous l'eau. Mais c'est en province que l'urgence est la plus grande, une situation sur laquelle les autorités sont attendues. En RDC, où c'est l'actualité politique qui est au cœur du débat, alors que la justice a confirmé cette semaine la réélection contestée du président sortant Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Eric Nyundou, directeur de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir, Madame Mohamed. Bonsoir. Et avec vous, nous aborderons également le contexte régional alors que le conflit se poursuit à l'est de la
RDC. Mais d'abord, donc, les inondations. Le fleuve Congo a atteint son niveau le plus élevé depuis ces 60 dernières années. 14 provinces, on l'a dit, sont concernées par cette situation, conséquence directe des pluies diluviennes. Alors face à cette situation urgente, notamment, surtout on va dire, hein, dans la province de l'Équateur, une réponse concrète est attendue. Que compte apporter en termes de réponse la présidence congolaise pour aller aider les sinistrés? Alors justement, vous faites bien de le dire parce que aujourd'hui même, donc ce vendredi 12 janvier, le président Tshisekedi, réélu, hein, a présidé le premier conseil des ministres post-réélection. Et donc il a réuni les ministres, notamment, ils vont prendre des mesures, puisque la réunion du Conseil est toujours en cours, donc on le verra dans la soirée, des mesures fermes pour pouvoir venir en aide aux sinistrés. Justement, une mobilisation du gouvernement, de toutes les autorités dans les provinces pour pouvoir porter secours aux Congolais et aux Congolaises qui sont aujourd'hui victimes justement de ces inondations. Et aussi un premier bilan va être fait à la fois des dégâts matériels mais surtout aussi des dégâts humains parce que malheureusement il y aura sans doute quelques victimes, on espère le moins possible, mais le pays va faire face justement à cette crise climatique. Mais en même temps ça pose la question aussi des conséquences du changement climatique. Vous savez que le Congo est un pays solution parce que c'est le pays qui regorge dans son sein justement les tourbières pour essayer de juguler la hausse de la température au niveau mondial. Alors, on vous a dit que des solutions vont être apportées, mais ça veut dire que rien n'a été encore fait par rapport aux sinistrés. Si, il y a des mesures concrètes qui ont été prises, mais au niveau local. Hein. Par exemple, dans chaque province, il y a toujours une cellule de crise qui est mise en place automatiquement dès qu'il y a une catastrophe naturelle. Mais cette fois-ci, ça remonte même au niveau du gouvernement central de Kinshasa, qui va prendre des mesures, vraiment des mesures fermes et des mesures fortes pour pouvoir justement venir en aide aux sinistrés. On va d'ailleurs déléguer une délégation ministérielle qui va aller dans les provinces pour faire à la fois le bilan des victimes, le bilan des sinistres et aussi évaluer les besoins pour reconstruire, parce que bien sûr, après un tel dégât, il faudra bien sûr reconstruire les infrastructures. Alors justement, les inondations, il y a déjà un premier bilan. 300 personnes ont perdu la vie dans ces inondations depuis ces dernières semaines. Comment expliquer l'absence d'un plan finalement de prévention des inondations, mais aussi l'état des infrastructures qui ne répondent absolument pas à ce type de catastrophe? Non, vous savez, les infrastructures... Parce que cette situation n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, et justement, c'est ce que j'allais dire. Cette situation n'est pas nouvelle. Les infrastructures, le déficit d'infrastructures au Congo, c'est quelque chose de structurel, qui ne date pas d'il y a 5 ans, mais de bien plus longtemps. Et puis, il y a aussi le phénomène de construction d'habitations anarchiques dans des zones qui ne sont pas dédiées, si vous voulez, à la construction d'habitations. Pourtant, il y a des plans de cadastre au niveau de chaque ville, au niveau de chaque province, mais malheureusement, les gens ne respectent pas du tout ces plans cadastraux. Donc de ce point de vue, justement, les mesures ont été prises par le gouvernement pour pouvoir à la fois déplacer les personnes qui habitent dans des lieux qui sont à risque, mais il faut pouvoir les reloger. Donc il faut aussi le temps de construire des nouveaux logements où on pourra reloger ces gens. Donc c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas en un claquement de doigts malheureusement, et en même temps il faut voir que ce sont, comme vous l'avez dit, des crues exceptionnelles. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est une conséquence du changement climatique, un phénomène mondial, hein, comme on le sait, parce que on n'a jamais vu de telles crues. D'année en année, elles montent, et ça fait qu'aujourd'hui, des zones qui, en fait, il y a 10 ans, n'étaient pas inondables, aujourd'hui, elles le sont. Et donc, il faut des mesures fermes, notamment construire des digues, lutter contre l'érosion et des choses comme ça. Et c'est dans cette mesure-là que le gouvernement central va prendre des mesures pour pouvoir mettre de côté aussi un budget pour entamer ces gros travaux qui pourront juguler, justement, cette catastrophe naturelle. Alors, on en vient aux élections générales qui se sont tenues en décembre dernier, dans votre pays, la commission électorale a annulé la semaine dernière certains résultats des élections législatives et scrutins locaux en raison d'irrégularités, de fraude notamment. Est-ce que cela ne remet pas en question l'ensemble du processus électoral, notamment l'élection présidentielle, comme le laissent entendre certains opposants et candidats, dont Martin Fayoulou, Moïse Katumbi ou encore Denis Mukwege? C'est toujours les mêmes qui se plaignent. C'est les mêmes qui se plaignaient avant les élections. Ils mettaient en cause l'impartialité de la CENI. Pourtant, ils ont participé quand même à ces élections qui sont, de toute l'histoire du Congo, les meilleures élections qui aient jamais été organisées parce qu'elles ont été
à la fois inclusives, 26 candidats admis à la présidentielle, elles ont été transparentes, on a tout donné, notamment la cartographie qu'avaient réclamé les opposants, le résultat des votes bureau par bureau, la CENI a tout donné, c'est d'ailleurs consultable sur le site de la CENI, et enfin elles se sont passées de façon apaisée. C'est la première fois, madame, que quand des élections se passent au Congo et qu'on proclame les résultats, il n'y a pas de mort. Et il faudrait applaudir ce bon résultat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Congolais sont partis voter, malheureusement c'est le seul bémol, en pas très grand nombre, puisque le taux de participation est aux alentours de 42%. On aurait préféré que ce soit plus que 50%, mais bon, c'est une réalité. Mais à part ça, les choses se sont passées bien. Alors, vous parlez des irrégularités. Effectivement, il y en a eu, mais tout est une question de proportion, parce que toutes les missions d'observation électorale, que ce soit celle de la SENCO, c'est-à-dire des évêques, et de l'Église catholique, de l'Église protestante et de l'Église catholique, mais aussi de la société civile, du Centre Carter et même d'autres, ont toutes dit que les irrégularités constatées étaient de manière marginale, donc elles n'étaient pas à même d'influencer, ou en tout cas de changer, l'intégrité du processus global. Et c'est pour ça que la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président Tshisekedi le 9 janvier en disant qu'il a été élu avec 73,47%. Mais est-ce que quand même les doutes soulevés par certains opposants ne sont pas quand même à considérer dans la mesure où on a quand même annulé certains scrutins législatifs? Pourquoi il n'en serait pas de même pour une partie des résultats de l'élection présidentielle? Bonne question, mais la réponse a été donnée par la Cour constitutionnelle puisqu'ils ont dit que l'incidence de ces irrégularités sur l'élection présidentielle était nulle. Pourquoi? Parce que l'écart entre le gagnant, le vainqueur, le président Tshisekedi, et le second, celui qui est arrivé deuxième, Moïse Katumbi, entre 73% et 18%, quoi que l'on annule certains scrutins, ça n'aurait rien changé à l'ordre d'arrivée. Donc de ce point de vue-là, la victoire du président Tshisekedi, elle est sans appel. Et en plus, au début de votre présentation, vous avez parlé élections contestées, et contestées par certains, il faut dire, et qui sont une minorité, puisque la grande majorité de l'opinion publique congolaise ne conteste pas ces élections, qui sont d'ailleurs, elles ne sont pas contestables, parce que ce sont des élections qui se sont passées, comme je répète, de façon inclusive, transparente et apaisée. Alors, il y a quand même un questionnement qui est soulevé par certains opposants sur la crédibilité de la Cour constitutionnelle, que certains opposants et candidats à l'élection présidentielle estiment que ces instances, donc la Cour constitutionnelle et la CENI, sont inféodées au pouvoir. Donc là, il y a quand même un problème aussi. Non, mais les opposants peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas pour autant que ce soit vrai ce qu'ils disent. Vous savez, quand je donne une espèce d'analogie... Non, mais dans la mesure où c'est une problématique, un questionnement qui arrive régulièrement à chaque élection présidentielle. C'est vrai que donc cette défiance, ça ne veut pas dire que ça soit vrai ou faux, mais c'est un questionnement auquel le pouvoir doit répondre en dissipant justement les doutes qu'il pourrait y avoir. Ce n'est pas le pouvoir, parce que chez nous, comme vous l'avez bien dit, la Commission électorale nationale indépendante, c'est une instance indépendante qui regroupe en son sein toutes les parties prenantes aux élections. Il y a même des représentants de l'opposition au sein de la CENI. Donc de ce point de vue, l'opposition est en train en quelque sorte de se dédire, parce qu'au départ du processus, elle a accepté la légitimité de la CENI, puisque c'est cette CENI qui a organisé les élections, qui a reconnu la Cour constitutionnelle aussi, qui a reconnu la candidature de chacun de ses opposants. Ils viennent aux élections, mais au moment où ils perdent les élections, alors ils disent l'arbitre n'est pas impartial. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on a malheureusement au Congo une certaine opposition. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein, parce qu'un certain nombre d'opposants, c'est-à-dire au président Tshisekedi, ont félicité le président Tshisekedi, ont accepté les résultats et rentrent dans un processus d'opposition républicaine face à un pouvoir qui a gagné. Mais il y en a certains, c'est une minorité, qui eux n'acceptent pas les règles du jeu et veulent se mettre hors jeu, et ça, ce n'est pas acceptable. Nous sommes une jeune démocratie, nous devons consolider et préserver justement cette jeune démocratie, et pour ça, il faut renforcer nos institutions. Mais on doit tirer les leçons de chaque élection, et comme je veux dire, depuis 2006, c'est le 4e cycle électoral organisé au Congo. Eh bien, c'est le meilleur cycle électoral qui a été organisé cette fois-ci, mais ça ne veut pas dire qu'il était parfait. On tirera les leçons de ces scrutins, ces multiples scrutins, pour mieux faire la prochaine fois. Alors,
Une toute autre question sur fond d'accusation et soutien du groupe armé M23 dans l'est de la RDC. Le Burundi a annoncé il y a quelques jours la fermeture de sa frontière avec le Rwanda, accusé de soutenir les rebelles. Comment accueillez-vous cette décision et où en est la RDC dans son dialogue avec le Rwanda au sujet de son soutien au M23, si jamais le dialogue se poursuit? Il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui financent, qui soutiennent et qui arment des terroristes qui viennent tuer, violer tous les jours votre population. Donc de ce point de vue-là, je veux dire, le fait que le Burundi aujourd'hui ait pris cette mesure, qui est une mesure forte de fermer sa frontière avec le Rwanda, ça prouve simplement que d'autres pays commencent aussi à prendre conscience de, comment je veux dire, du caractère nuisible, du caractère nocif de l'action du Rwanda dans la sous-région. Le Rwanda est aujourd'hui celui qui est un facteur de trouble et d'instabilité dans la sous-région. C'est malheureux. Et pour ça, on a besoin du soutien de la communauté internationale qui doit faire pression diplomatiquement sur le Rwanda. On demande même des sanctions sur le régime de Kigali pour qu'il cesse son soutien au M23, qui est un mouvement terroriste qui n'accepte pas les résolutions de ce qu'on appelle la feuille de route de Luanda. Une feuille de route qui a été adoptée, signée par l'ensemble des présidents de la région, de la sous-région, dont le président rwandais, mais qui aujourd'hui n'est pas appliqué parce que le M23 continue à attaquer au Congo. Récemment, c'était même à Saké, ils ont tiré des obus de mortier dans un village congolais. C'est scandaleux, c'est inacceptable et la communauté internationale doit prendre ses responsabilités parce que si après, il y a un véritable conflit armé entre le Congo et le Rwanda, je veux dire, il ne faudra pas venir jouer aux pompiers alors qu'on aurait pu éviter la crise bien avant. Merci Eric Nyundu, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo. Merci à vous. Merci madame. Merci. Place à la Coupe d'Afrique des Nations de football du 13 janvier au 11 février 2024. Les plus grandes nations du football africain ont rendez-vous pour en découdre lors de cette CAN qui s'ouvre donc ce samedi en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette 34e édition, les favoris vont se livrer une bataille sans merci pour soulever le trophée tant convoité. Le Ghana, déjà sacré à 4 reprises, fait partie des sélections engagées. Deva Panzo. Logés dans le groupe B aux côtés des pharaons d'Égypte, du Cap-Vert et du Mozambique, les Black Stars du Ghana vont tenter de remporter leur 5e sacre au cours de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Black Stars pourront compter sur leur capitaine André Ayou avec ses 116 sélections, transféré récemment au Havre, et Iñaki Williams, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, afin de livrer une remarquable participation. Le Ghana part d'un statut aussi de favori, sachant déjà que le Ghana est 4 fois champion d'Afrique. Et donc, tenant compte de ce palmarès, je pense que le Ghana veut aussi jouer sa partition dans cette Coupe d'Afrique des Nations aux côtés du Cameroun, qui est aussi 5 fois champion de cette compétition. Donc, on comprend vite que derrière le Cameroun, derrière l'Égypte, derrière peut-être aussi le Maroc ou le Sénégal qui présentement sont en forme, le Ghana a sa place. Basé à Abidjan, le Ghana débute la compétition le 14 janvier 2024 face au Cap-Vert. Il croisera ensuite le fer face au Pharaon d'Égypte le 18 janvier et terminera la phase de groupe par son match contre le Mozambique. En 2015, on se souvient, la Côte d'Ivoire avait battu le même Ghana, donc les frères Ayou. Et aujourd'hui, je pense que tout ira donc du côté de Ghana de faire de telle sorte que il faut tenter de prendre cette revanche et de prendre cette coupe sur la terre ivoirienne. Ça ferait du bien au public ghanéen. Aujourd'hui, il y a du sang neuf au niveau de cette sélection de Black Stars. Et donc, je pense que ces joueurs, ces jeunes qui sont tout autour des frères Ayou pourront apporter leur expertise, hein, je peux dire comme ça. Les Black Stars du Ghana ont posé leurs valises à Koumassi où ils ont effectué leur préparation pendant une semaine avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire ce mercredi 10 janvier 2024. Notons que c'est le 1er janvier 2024 que le sélectionneur Chris Hutton a dévoilé la liste des 27 joueurs sélectionnés en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24, l'actualité continue.